Bonjour à tous, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, je suis contente que ça soit très hétérogène. Je pense que ça va être super intéressant au niveau des débats. Donc, pendant la présentation, n'hésitez pas à parler ou à poser des questions parce que ça va être assez long, donc c'est mieux de poser des questions au fur et à mesure peut-être. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir sur réguler les insectes ravageurs des cultures, sachant que moi j'ai fait beaucoup de recherches en grande culture, culture légumière, et surtout les dernières années sur le colza et le blé. Et donc un peu pour mon CV. Donc moi j'ai beaucoup bougé pour mes études et pour mon travail. Donc je suis née plutôt en Savoie. J'ai fait des études à Clermont-Ferrand et à Toulouse plutôt sur l'écologie et la biologie des populations. Donc plutôt des études d'écologie. Ensuite j'ai fait un master protection intégrée. Donc là j'ai fait de l'agriculture à Bordeaux. À la suite de mon master j'ai dû faire de la recherche. Donc pour le master 2 on était obligé de partir 6 mois en stage. Donc je suis allée à Angers et j'ai travaillé pour commencer sur toutes les brassicacées mais plutôt légumières. Donc tous les problèmes d'altise, de pucerons, sur choux. Donc il y a des grandes cultures de choux qui sont assez importantes autour d'Angers. Ensuite je suis devenue formatrice en CFA, CFPPA et on m'a proposé une thèse donc, qui était sur le colza et le blé, sur les ravageurs et les auxiliaires des cultures en aménageant un peu le paysage. Donc déjà travailler sur la végétation spontanée. Vous verrez ce que j'ai fait un peu sur la végétation spontanée parce qu'on peut déjà travailler avec la végétation spontanée et ensuite mettre des bandes fleuries. Suite à ça, j'ai été prof d'agronomie à Angers, puis prof d'agronomie à Chartres et aujourd'hui je suis prof d'agronomie dans l'Eure. Donc petit à petit je monte, je pense qu'il va falloir que je redescende pour finir la boucle. Donc je suis prof d'agronomie mais j'ai encore des missions, pas mal de missions de recherche plutôt sur les auxiliaires. Donc là les dernières missions c'est sur la reconception de culture, donc reconcevoir des écosystèmes qui ont des agro-écosystèmes qui ont des problèmes niveau résistance adventice, régras, qui ont des problèmes aussi au niveau de la matière organique parce qu'on exporte beaucoup de matière organique, donc reconcevoir ces systèmes-là. Et cette année j'ai travaillé, ça fait 2 ans que je travaille sur les betteraves. On en a pas mal entendu parler avec l'arrêt des néonicotinoïdes, donc trouver des solutions alternatives. Donc on pourra en reparler, là j'en parle pas du tout, donc si vous avez besoin d'informations là-dessus, on pourra en parler, sachant qu'ici on n'en fait pas beaucoup. Donc pour la présentation, je suis partie sur les services écosystémiques. Donc on a des écosystèmes qui nous rendent des services écosystémiques qui sont bénéfiques pour les humains. Il y a le service écosystémique de soutien. Donc c'est un service qui va être indispensable pour les autres services, donc c'est tout ce qui est cycle de la matière. Donc c'est là qu'on met l'eau, la matière organique, la photosynthèse et la formation des sols. Des services culturels, donc nos agroécosystèmes ils sont intéressants au niveau éducatif, récréatif et de plus en plus sur spirituel, esthétique, et il y a de plus en plus de gîtes à la ferme, d'écotourisme, de choses comme ça, de balades en cheval à la ferme, en chevaux pardon. Ensuite, on a ce qui est important en agriculture, c'est le service de production, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Produire de l'alimentation, des fibres, de la pharmacologie aussi, il ne faut pas oublier qu'on fait ça pas mal, et de la biomasse. Donc c'est des fournitures qui sont obtenues par nos parcelles. Et enfin, le service qui, moi, m'intéresse le plus, c'est le service de régulation. Donc, grâce aux agroécosystèmes, on peut réguler le climat. Donc, aujourd'hui, on a des gros problèmes au niveau changement climatique. L'érosion, la pollinisation, on en a entendu parler tout à l'heure. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est les ravageurs des cultures. Donc, dans mes recherches, qui est un processus très important. Donc, le service de régulation. Faut savoir aujourd'hui, donc ça c'est des chiffres qui étaient de 2019, donc ils ont peut-être évolué, mais que le contrôle biologique des ravageurs, c'est un service qui est super important et qui nous évite de dépenser 123 milliards de dollars par an au niveau planétaire. Donc en gros, grâce à l'environnement, on a des insecticides en gros naturels et ça nous évite d'avoir des grosses dépenses. Et c'est les mêmes chiffres pour la pollinisation. On a calculé si on perdait justement tous les services de pollinisation et qu'on était obligé de polliniser à la main, on serait sur à peu près 800 milliards d'euros pour payer le même service que nous rendent les pollinisateurs. Donc si on parle de ravageurs, moi j'ai beaucoup travaillé sur les
sur les insectes des cultures, donc j'ai pas du tout travaillé sur les gibiers par exemple. Donc j'ai travaillé sur le colza et le blé, donc l'altise, notre préféré, méligette, charançon, et sur le blé, puceron. Je sais pas comment vous appelez l'emna ici, parce que ça a des noms différents. Ok. Ça a des noms différents selon les endroits. J'ai souvent entendu parasites pour les ravageurs. Alors moi je les appelle plutôt ravageurs des cultures parce que parasites, en fait, certains ravageurs, s'ils sont en quantité faible, ne sont pas du tout parasites des cultures, enfin ne nous embêtent pas trop. Et certains ennemis naturels, par contre, en quantité importante, peuvent devenir ravageurs des cultures. Donc les ennemis naturels, là vous avez une larve de cirfe à gauche, une larve de coccinelle. Vous avez la guêpe parasitoïde dont a parlé Emmanuel tout à l'heure, et là, la ponte d'une guêpe parasitoïde dans une méligette. Donc ça, c'est une larve de méligette. En gros, le parasitoïde va se développer et donc va se nourrir de la larve de l'intérieur de méligette. Donc, le contrôle biologique, c'est le fait que les ennemis naturels régulent les ravageurs des cultures. On appelle ça la régulation biologique ou le contrôle biologique. Donc il y a d'autres moyens pour lutter contre les ravageurs que les ennemis naturels qu'on connaît, des moyens physiques, des moyens agronomiques et des moyens chimiques. Donc agronomique, ça peut être par exemple de la rotation de culture, décaler sa date de semis. Chimique, tout ce qui est produits phyto. Physique, ça peut être du labour, ça peut être de l'exportation des menus pailles, des choses comme ça. Donc nous, on va surtout s'intéresser à la lutte des ennemis naturels, parce qu'il y a des gros problèmes au niveau physique et chimique. Ces moyens de lutte ont aussi un impact sur les ennemis naturels. Et le but, c'est de travailler avec les ennemis naturels, donc les garder au niveau de la parcelle. Donc là, c'est juste pour faire un retour sur qui sont les ennemis naturels. Donc je vais passer assez rapidement. Ce qu'on appelle auxiliaires des cultures, parce que souvent on confond un peu ennemis naturels et auxiliaires des cultures. Dans les auxiliaires des cultures, il y a à la fois les décomposeurs, les pollinisateurs et les ennemis naturels. Donc les décomposeurs qu'on connaît, les cloportes, les lombriques, et on ne pense pas souvent, mais il y a aussi tout ce qui est bactéries, champignons qui sont les plus grands décomposeurs. Au niveau pollinisateur, on pense souvent à l'abeille, mais il faut se rappeler que la cirfe, qui est aussi un ennemi naturel, est aussi pollinisateur par exemple. En revanche, les lépidoptères comme les papillons sont eux ravageurs des cultures au niveau larves et sont aussi pollinisateurs quand ils sont adultes. Et il y a d'autres coléoptères qu'on ne pense jamais qui sont également pollinisateurs des cultures, donc qui sont intéressants à promouvoir. Et pour finir, les ennemis naturels sur lesquels on va parler plus maintenant. Donc dans les ennemis naturels, on a à la fois des prédateurs et des parasitoïdes. Les parasitoïdes, c'est les guêpes parasitoïdes. Vous me dites si ça va trop vite, ça va? Ok. Donc je vais parler des arthropodes. Les arthropodes, c'est les insectes en gros et les araignées. Donc c'est ce qu'on appelle les arthropodes. Donc ça, c'est les prédateurs. Donc je les ai classés sous différents thèmes, sachant que moi je m'y connais très bien en arthropodes. Après on va voir les oiseaux, les amphibiens et les mammifères. En gros, c'est pas du tout mon domaine. Donc j'ai vraiment travaillé sur les arthropodes. Donc là on a coccinelle adulte qu'on connaît bien, qui est que ça soit adulte ou larve, a des grandes capacités au niveau de lutte contre les pucerons et toutes les espèces de pucerons. Cirfe, donc on a vu tout à l'heure que l'adulte était pollinisateur, par contre la larve est également capable de manger des pucerons. Donc en très grand nombre, on est à 70 à 100 pucerons par jour, sachant que pour les coccinelles, ça peut monter encore plus. On a vu des études qui montrent qu'ils peuvent manger jusqu'à 400 pucerons par jour, donc pour une seule coccinelle, c'est assez important. Il y a d'autres insectes qu'on connaît moins, ou qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas au niveau des auxiliaires. Donc les chrysopes. Les chrysopes sont également des grands mangeurs de pucerons, et les vers luisants, qu'on appelle aussi l'empire, qui peuvent manger à la fois des pucerons, mais aussi acariens, cochenilles, escargots, limaces. Le chrysope est aussi capable de manger des acariens et des cochenilles. Le pince-oreille ou le forficule, qui est également un très grand auxiliaire des cultures. Par contre, ça fait partie des auxiliaires qui, en très grande quantité, en très grande abondance, deviennent aussi
ravageurs des cultures. Donc c'est le cas surtout en arboriculture et je crois aussi en petits fruits qui, en trop grande quantité, peuvent devenir malheureusement ravageurs des cultures. Surtout la larve. Surtout la larve, je pense. En gros, ils ont tendance à empêcher la photosynthèse, ce qui crée des gros problèmes. On a les carabes. Donc les carabes, selon les espèces, ils sont granivores. Ils sont capables de manger des escargots, des limaces. Ils se mangent aussi entre eux. Donc ils peuvent être auxiliaires, mais il y a aussi certains qui sont malheureusement un peu ravageurs des cultures, mais on les connaît plus comme auxiliaires. Le staphylin, qui est un très bon auxiliaire, et l'utobie, qui fait un peu plus peur, mais qui est capable, elle, de manger les œufs d'insectes et aussi des limaces et des chenilles. Les libellules, qui sont aussi des auxiliaires des cultures. Et pour finir, sur les araignées, donc là je vous ai mis différentes araignées qu'on croise souvent en grande culture, qui sont capables de manger tout ce qui est vers, larves et papillons, qui sont auxiliaires, ravageurs des cultures et qui nous aident beaucoup. Donc les oiseaux, donc là c'est un domaine que je connais moins. J'ai juste mis des exemples alors que je pense qu'il y en a des plus intéressants, d'oiseaux qui vivent dans les haies et autres, qui sont capables d'être auxiliaires des cultures. Donc ils mangent des chenilles, des pucerons, des limaces, des escargots, des vers. Pareil des amphibiens. Donc ça on les utilise de plus en plus en recréant quelques mares au niveau de certains champs. En fait on crée de plus en plus de retenues d'eau et on ramène un peu des amphibiens et des reptiles. Donc ça permet aussi de diminuer certains insectes. Et pour d'apporter une précision oui. Sur les oiseaux. Oui, vas-y. Là, parmi les oiseaux, on voit les différents types de becs et du coup, il y a des oiseaux qui sont granivores, les mésanges qui sont assez polyvalentes. Mais il faut savoir qu'en fait, tous les oiseaux, ils vont nourrir leurs jeunes, pas tous, sauf quelques exceptions, nourrir leurs jeunes à base d'insectes pour avoir de la protéine. Donc en fait, au moment où il y a un pic d'insectes, c'est le moment où les oiseaux, en fait, vont tous consommer des insectes et puis en grande quantité, parce que quand il y a 4 becs à nourrir dans les nids, pas 4 ou plus, là ils se spécialisent vraiment, et notamment les mésanges sont connus pour les chenilles, parce qu'en fait au moment du nourrissage des jeunes, elles vont aller chercher des chenilles spécifiquement là où il y en a en grande quantité, et donc là c'est des prélèvements de plusieurs milliers de chenilles par jour pour une nichée par exemple, enfin plusieurs centaines à milliers. Pour finir, les mammifères, dont certains qui vivent très bien dans les haies en général. Donc on a vu les prédateurs, ce qui nous intéresse, c'est plus les arthropodes, et là on va voir les parasitoïdes. Donc les parasitoïdes, c'est des micro-guêpes qui sont capables de se reproduire soit de façon sexuée ou asexuée, et qui vont pondre leurs œufs directement en général dans les pucerons, mais ils peuvent pondre aussi dans des chenilles. L'œuf va se développer dans le puceron et le puceron va se momifier. Alors sur les cultures, souvent vous voyez des pucerons qui sont soit blancs, soit très dorés. Et en fait, ça c'est des pucerons qui ont été parasités. Et ensuite, la guêpe va revivre. Et aujourd'hui, le problème avec les réchauffements climatiques, c'est que le cycle est de plus en plus court. Et donc, ils font de plus en plus de cycles. Là pour le coup, grâce au réchauffement climatique, il y a de plus en plus de cycles de guêpes parasitoïdes. Donc avant, ils en faisaient 3 et maintenant, on voit jusqu'à 5 cycles de guêpes parasitoïdes dans les cultures. Donc, un des seuls avantages du réchauffement climatique, on va dire. Donc voilà, là, sur les larves, c'est le même principe, sauf qu'en général, il y a plusieurs pupes qui vont émerger par rapport à un puceron où il n'y a qu'un seul individu. Donc là, je vous ai mis des exemples. Donc nous, ce qui nous intéresse plutôt en culture, dans les larves, que ça soit dans le colza, que ça soit les pucerons, les méligettes ou les altis, ça va être plutôt des aphidés. Donc les aphidés, on les reconnaît parce qu'ils vont pondre en arrière, en fait, ils vont reculer, ils n'ont pas des grands abdomens, alors que les ichneumons qui sont capables de pondre dans le bois, eux, vous en voyez plein, par exemple si vous avez des maisons en bois ou des poutres, sont capables de transpercer le bois et de pondre dans les larves qui sont dessous. Donc voilà, pour les parasitoïdes qui nous intéressent. Quand on travaille sur des bandes fleuries ou sur un agroécosystème, il y a différentes échelles dans le paysage qui nous intéressent.
Donc on travaille souvent à l'échelle de la parcelle et donc on va travailler sur les pratiques agricoles plutôt. Ou alors on va travailler aussi sur le paysage et donc sur la complexité du paysage qui nous entoure. Donc moi j'ai travaillé sur 3 différentes échelles, l'échelle de la parcelle, l'échelle du paysage, mais aussi ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est les bordures de toutes les parcelles agricoles. Et donc au niveau de la parcelle, là c'est des études qui ont été réalisées avant, mais il y en a plein d'autres. Par exemple sur les pratiques agricoles, on voit que si on a beaucoup de labour, là c'est vraiment pour parler des auxiliaires, on va avoir une perturbation du sol et donc on va perdre des carabes par exemple, on va perdre des décomposeurs. Mais il n'y a pas que ça, on n'a pas que la perte directe par le labour, on a aussi une destruction forcément de la ressource florale, hein. Le labour de toute façon c'est un peu fait pour. Et donc on va perdre des ressources florales pour nos auxiliaires indirectement. Et aussi, on va perdre des proies alternatives. Donc, par exemple, il y a des pucerons qui sont très intéressés par les adventices dans les cultures. Et donc, on va perdre aussi des auxiliaires. D'autres choses qu'on voit, donc c'est les pesticides. Les herbicides ont un impact indirect sur les prédateurs parce que, pareil, on va perdre de la ressource florale et des proies alternatives. Et les insecticides vont avoir un impact direct sur les prédateurs en les tuant directement, mais aussi un impact indirect en enlevant leurs proies. Et donc, on ne va plus avoir de prédateurs. Donc là, c'est une autre étude qui est sortie en bio en 2015 qui a montré que le fait d'avoir dans un paysage et un ensemble de parcelles où il y a beaucoup d'agriculture biologique va améliorer les auxiliaires. Donc, sachant que cette étude a été faite autour de Rennes. Donc ça a été à grande échelle. Donc pour le paysage environnement, je rappelle juste que c'est un agroécosystème, c'est un ensemble de parcelles agricoles, mais aussi d'habitats semi-naturels. Donc les habitats semi-naturels, il y a pas mal de choses dans les habitats semi-naturels, hein, je ne les ai pas tous mis. Ce qui est important, c'est les bois, il y a aussi tout ce qui est haies, les prairies, donc les prairies permanentes plutôt, mais même des prairies temporaires, ça crée des habitats semi-naturels. Les bordures de parcelles, qui sont, tout ça, font des éléments importants et du maillage. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des sortes de corridors, donc en gros des liens entre les différents éléments. Donc ici, on a un lien qui va de bois en bois, on a un lien aussi qui va avec les bordures jusqu'au bois adjacent. Donc ça, c'est très très important d'avoir à la fois des patchs dans un agroécosystème, mais aussi avoir des corridors pour que les insectes ou, là pour le coup, tous les auxiliaires des cultures puissent se mouvoir. Donc il y a pas mal d'études qui ont montré que les habitats semi-naturels, que ce soit en diversité ou en pourcentage de couverts, ont un impact très important sur la biodiversité. Donc dans toutes les études qui ont été réalisées, donc 98% des études montrent que la diversité, une diversité importante et des habitats importants en pourcentage sur une carte montre une biodiversité plus importante d'auxiliaires. Donc on sait que ça crée des abris forcément, des ressources énergétiques, mais aussi tout ce qui est proies alternatives et plantes hôtes. Donc là, c'est juste des éléments qui montrent que la biodiversité végétale, donc là si on est dans un système agricole, la biodiversité végétale de bordure va être corrélée en général aux éléments semi-naturels. Donc dans mes études, donc là c'est pas moi qui l'ai fait, mais en bordure de parcelles, en moyenne je trouvais 225 espèces quand même d'herbacées. Donc c'est quand même très important, juste en spontané. Sur 75 mètres carrés, en moyenne, j'arrivais à trouver sur l'année, sur 3 relevés, 225 espèces. Ça montre aussi ici que plus on a d'éléments semi-naturels, plus on va avoir d'auxiliaires. Donc là, si on a un pourcentage élevé d'éléments semi-naturels, on va avoir plus de carabes, plus de cirfes et plus d'araignées. Il faut savoir aussi que la diversité et l'abondance des invertébrés va répondre aux variables du paysage et aux pratiques agricoles. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure,
Si on a des pratiques intensives, on va diminuer ces auxiliaires des cultures malheureusement. Si on a des pratiques plutôt extensives, on va augmenter sa diversité. Et l'échelle de la parcelle et du paysage sont très importantes pour les arthropodes. Donc il faut travailler à la fois sur les pratiques agricoles, mais aussi sur tout ce qui est paysage environnant. Donc là, c'est un tableau qui montre juste. En orange, vous avez les bordures de route. Ici, vous avez tout ce qui est dans le paysage. Et là, les populations de végétation de bordure. En gros, là, vous avez bordure de route, paysage. Donc paysage, ça va être les bois, les choses comme ça. Et là, la végétation spontanée dans les agroécosystèmes. Et donc, cette étude montre que toutes les familles, pas toutes, parce que celles qui sont là, d'insectes ou d'arthropodes vont être augmentées dans la végétation herbacée par rapport à d'autres éléments du paysage. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai basé en gros mes recherches sur les bordures. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose d'important qui n'est pas souvent pris en compte. En gros, on travaillait ces dernières années plutôt sur soit le paysage, soit l'intérieur de la parcelle. Et on laissait un peu les bordures de côté en recherche. Et donc, moi, j'ai décidé de faire plutôt de la recherche sur les bordures, vu que ça a quand même un impact, ça semble avoir un impact important sur les insectes. Donc, on va voir ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu... Donc là, on va partir sur les bordures. Donc, juste pour rappeler un peu la définition d'une bordure selon moi. Pour moi, une bordure, c'est un habitat semi-naturel. Et ça va être l'espace entre l'aire cultivée et tout autre espace. Donc ça peut être une route, ça peut être une autre culture, ça peut être un cours d'eau. Et moi, je travaille surtout sur la végétation herbacée, mais ça peut être aussi une haie. Donc à quoi ça sert, cette végétation de bordure? En gros, pour les auxiliaires, à quoi elle sert? En premier lieu, elle va donner de la ressource florale, donc à manger aux insectes. Donc ça, c'est de la vesse, ça, c'est du bleuet, et ça, c'est du liseron. Donc il y a la vesse, je ne sais pas si vous avez déjà vu, la vesse, elle a plein de petits points noirs comme ça. Et en fait, ça permet de donner du nectar extrafloral. Donc les insectes vont venir manger directement sur la vesse. Donc c'est le cas aussi du bleuet. Là, l'insecte, il est en train de manger du nectar à l'extérieur de la fleur. Par contre, on a un souci au niveau des auxiliaires, c'est que les espèces vont être différentes. Les espèces végétales vont être différentes en termes de quantité et de qualité de nectar fourni. Ils vont avoir aussi une phénologie, ça veut dire une période de floraison, on va dire, développée dans le temps. Et ils vont être plus ou moins accessibles aux ennemis naturels. Donc ça veut dire, par exemple, le liseron peut être disponible pour les cirques, mais il y a d'autres insectes qui ne pourront pas venir se nourrir dans le liseron. Donc on va parler juste de la quantité et de la qualité du nectar fourni rapidement. Donc là, on a une liste d'espèces. Et en gros, selon les espèces, donc ici, c'est les espèces qui donnent le moins de nectar jusqu'aux espèces qui donnent le plus de nectar. Le sénesson, vous connaissez assez bien en général, qui pose un peu problème pour les apiculteurs. Le sénesson, on le retrouve souvent dans le miel, parce qu'il fournit énormément de nectar. Donc il est presque à 3000 microgrammes par jour de nectar. Donc c'est le cas aussi pour quelque chose qu'on n'aime pas en général, c'est les chardons. Les chardons, ils fournissent aussi énormément de nectar. A l'inverse, tout ce qui est radis sauvage ou alors véronique fournissent très peu de nectar. Et c'est des choses qu'on voit en fleurs en ce moment. Donc selon les espèces, on va fournir plus ou moins de nectar. Autre chose d'important, la phénologie. Parce que si on a les insectes et les plantes ne sont pas en fleurs à ce moment-là, ça pose des problèmes. Donc là, c'est un graphique assez difficile, juste pour expliquer la floraison. Donc là, on a la quantité de nectar fourni par les plantes, et ici, on a les mois. Par contre, avant, en plus précoce, on a le pissenlit. En ce moment, on le voit bien dans les champs. On est vraiment sur du pissenlit qui fournit au début, mais beaucoup de nectar. Et on a des espèces, par contre, qui fournissent du nectar en moindre quantité, mais toute l'année. On a par exemple Echium vulgare, la vipérine, qui fournit du nectar sur tout le long de l'année. Et on a l'Achillée millefeuille. Là, il commence à en avoir déjà en fleurs, et pareil, ça va être en fleurs très très longtemps.
C'est le cas aussi de la pâquerette, qui est très intéressante pour les insectes, parce qu'elle est assez disponible pour tout ce qui est micro-guêpes et autres auxiliaires, et qui est en floraison, elle, presque toute l'année. Et pour finir, ce qui est le plus important aussi, c'est qu'il faut que les insectes aient accès au nectar. Parce que si on a une grande quantité de nectar, qu'on est en fleurs et que les insectes ne peuvent pas avoir accès, c'est un peu compliqué. Donc là, on va voir que la morphologie florale, c'est un trait pour l'accessibilité qui est très important. Donc ici, on voit en gros des astéracées et des apiacées. On traite souvent ces éléments-là parce que c'est ce qui est le plus accessible pour les cirfes. Et donc les cirfes préfèrent vraiment le nectar qui proviennent de corolles courtes par rapport à des grandes corolles. Donc les cirfes, ils ont besoin que ça soit très ouvert et très court pour accéder facilement parce qu'ils n'ont pas spécialement de trompe comme d'autres. Les parasitoïdes, eux, également préfèrent des corolles courtes et des plantes larges pour pouvoir rentrer dedans. Un truc qui, moi, me semble très important et qu'on peut retrouver dans les haies d'ailleurs, sur certaines espèces, c'est le nectar extrafloral. Donc le nectar extrafloral, c'est un nectar... C'est un excès de sève en fait, c'est ça non? C'est un peu ça, mais c'est quand même du nectar. Donc c'est encore plus concentré que la sève. Et donc certaines espèces sont capables d'en faire même avant la floraison. Et donc il y a des espèces de fabacées qu'on retrouve dans les haies qui sont également capables de faire ça avant la floraison, qui sont très intéressantes pour les parasitoïdes. Parce que le problème, c'est que souvent, ce que vous avez dû voir, hein, les méligètes par exemple sont présentes avant floraison, quoi. Et donc il faut amener de la fleur avant les floraisons. Donc pour amener de la nourriture, on va avoir tendance à amener du bleuet. On peut amener, on a vu tout à l'heure, de la vesse, hein, qui est très très importante, même pour les coccinelles hein, qui sont prédateurs, mangent aussi du nectar. Et donc ce nectar extrafloral, il est très important parce qu'il est plus accessible, il est disponible plus tôt, disponible aussi sur toute la période, parce qu'il est disponible avant floraison et encore après floraison. Donc à partir du moment où la plante est en sénescence, il n'est plus du tout disponible, mais donc sur une plus longue durée. Et il a une plus haute qualité nutritionnelle parce qu'il est plus concentré en nectar, en sucre. Et ça semble aussi améliorer la régulation des insectes, donc on verra tout à l'heure pourquoi. Donc on a vu que les végétations de bordure, ça fournit des ressources florales, mais ça fournit aussi d'autres choses, des microclimats qui sont favorables, des abris, des sites d'hivernation pour les insectes, des sites de reproduction aussi. Donc c'est une végétation qui est plutôt pérenne. Donc je dis qu'elle est pérenne parce que même si on a des plantes annuelles, de toute façon, ils vont se reproduire. Les graines vont souvent être... ces bordures vont être souvent fauchées et donc les graines vont retomber. Il y a moins de perturbations qu'une culture et donc on a une meilleure persistance et une meilleure fitness des populations d'ennemis naturels. Donc la fitness, ça veut dire qu'ils se portent mieux et qu'ils vivent plus longtemps. Donc ça a été vu. Et on a aussi plus de proies alternatives. Donc des proies alternatives, c'est par exemple des pucerons qui vont se mettre dans les bordures. Ça peut être d'autres petits ravageurs qui vont être dans les bordures et donc ça va amener des proies alternatives aux auxiliaires. Et on a d'autres plantes hôtes. Par exemple, si on est dans une culture de brassicacées, une plante hôte, ça peut être justement une brassicacée sauvage qui est en bordure. Et donc ça va permettre l'établissement et le développement des populations d'ennemis naturels. Donc 1 mètre, c'est compliqué en bordure. Donc au niveau des questions de recherche, pour voir un peu ce qu'on va voir aujourd'hui là, donc ce que je vous ai dit, c'est que moi, le plus important, c'était travailler sur les bordures et les habitats semi-naturels et surtout sur la végétation herbacée, dont la régulation biologique et surtout en colza et en blé. Donc au niveau de mes questions de recherche, j'ai travaillé dans un premier temps sur la végétation spontanée. Donc est-ce que la végétation spontanée des bordures a un impact sur la régulation biologique? Donc déjà, parce que je suis partie du principe aussi que l'agriculteur a déjà pas mal de coûts dans sa vie de tous les jours. Donc le but, c'était de savoir si ce qui existe déjà a déjà un impact sur la régulation biologique et est-ce qu'on ne peut pas se servir déjà de ça. Donc j'ai 2 études là-dedans. Ensuite, j'ai regardé sur le bleuet si les ennemis naturels qui se nourrissent en bordure vont ensuite dans la parcelle.
Donc est-ce qu'ils sont capables de... Oui, ils restent dans la bordure, parce que ça se trouve, en fait, les bordures vont attirer les auxiliaires et ne vont pas être capables d'aller dans le champ. Donc ça ne servirait pas à grand-chose. Et pour finir, est-ce qu'on peut améliorer le contrôle biologique si on modifie la fleur du bord de champ? Et là, je vais parler des bandes fleuries. Et donc ensuite, pour finir, on parlera un peu comment on gère ces bordures et ces bandes fleuries. Donc pour la première étude, comment la végétation spontanée impacte le contrôle biologique. Donc j'ai fait cette étude-là en 2014-2015 autour d'Angers et Rennes. Et donc j'avais 64 champs en tout, 32 champs de blé, 32 champs de colza. Et donc dans ces champs-là, à chaque fois j'ai regardé la végétation spontanée dans 75 mètres carrés. Donc pour être, en gros, pour que ça soit statistiquement viable, on est obligé un peu en bordure de prendre la végétation sur 75 mètres carrés. Et ensuite j'ai regardé les populations d'insectes ravageurs auxiliaires à 5 mètres et à 50 mètres. Et puis j'ai fait un questionnaire aux agriculteurs sur leurs pratiques agricoles. J'ai aussi regardé tout ce qui dans le paysage pouvait avoir un impact. Donc ça c'était le plus dur, hein, cartographier le paysage de 64 champs à 1000 mètres. Donc ça veut dire on prend sa voiture et puis on fait toutes les routes et puis on regarde tout ce qu'il y a dans le paysage. Parce que les cartes, par exemple Géoportail, il n'est pas à jour à l'année près, quoi. Je reviens en arrière. Donc dans les bordures, les relevés que j'ai fait des relevés de végétation, donc j'ai identifié toutes les espèces de plantes. J'ai regardé le recouvrement de chaque espèce et j'ai regardé le pourcentage des plantes qui étaient en fleurs à l'instant du relevé. Et j'ai pris 3 grandes variables. La diversité végétale, donc combien on avait d'espèces différentes dans les bordures. Le recouvrement en plantes entomophiles. Alors les plantes entomophiles, c'est les plantes qui fournissent de la nourriture aux insectes. Donc je regardais le recouvrement des plantes entomophiles dans les bordures. Et ma dernière variable, si on était dans les champs de colza, je regardais les brassicacées sauvages en bordure. Si j'étais dans les champs de blé, je regardais le pourcentage de poacées ou de graminées en bordure. Un peu, ouais, il y en a pas mal. Donc ça, c'était pour la végétation. Pour les insectes, donc dans le colza, je prenais 20 plantes par distance. Donc à 5 mètres, j'allais voir 20 plantes. Et à 50 mètres, j'allais voir 20 plantes. Pour le blé, 50 plants de blé, 50 plants à 5 mètres, 50 à 50 mètres. Je regardais l'abondance des insectes, le pourcentage de dégâts et le pourcentage de parasitisme. Donc je rappelle juste les insectes que j'ai pris en compte dans le colza. Ils ne sont pas tous là, mais en gros il y a les altises, les pucerons, les charançons, les méligettes, les pourcentages de dégâts, dégâts des siliques, dégâts au niveau de la tige, donc éclatement de la tige. Le parasitisme, puceron, donc ça c'est la momie que je vous parlais tout à l'heure, ça fait quelque chose de doré comme ça. Et j'ai récolté des méligettes et je comptais tous les parasitoïdes que je voyais. Au niveau des prédateurs, j'ai regardé les cirphes en gros et les coccinelles. Donc pareil ici, hein, cirphes et coccinelles, momies, lémas et les dommages qui soient en fait la quantité et les dommages. Donc je calculais un pourcentage de dommages sur les feuilles et les pucerons. Donc pour l'étape 1, j'ai regardé la relation entre la bordure, la végétation qu'on a vue, et les insectes. Et donc après j'ai fait un modèle où je mets toutes les échelles, je mets les pratiques, les bordures et le paysage ensemble, et j'essaye de voir s'il y a des corrélations. Donc pour la première étude, j'ai regardé à 5 mètres et à 50 mètres si ces variables du végétal avaient un impact sur les ravageurs et sur les ennemis naturels. Donc là on est dans du blé. Et dans le blé, j'ai trouvé qu'il y avait seulement le recouvrement en plantes entomophiles qui avait un impact sur les auxiliaires des cultures. J'ai trouvé aucune autre corrélation. Qu'est-ce que vous appelez le recouvrement en plantes entomophiles? Donc le recouvrement en plantes entomophiles en fleurs, en gros, j'ai noté toutes les espèces.
Quand je suis allée sur ma bordure, j'ai noté toutes les espèces qu'il y avait. J'ai noté celles qui étaient en fleurs. Et j'ai regardé celles qui sont intéressantes pour les auxiliaires. Et celles qui sont intéressantes pour les auxiliaires, c'est des plantes entomophiles, donc qui attirent les insectes. Et donc celles qui étaient en fleurs au moment du relevé. Est-ce que c'est bon pour ça ou pas? Donc plus il y a de plantes entomophiles en fleurs sur la bordure, plus il y a un impact sur la parcelle. Ouais. Donc en gros, on a vu qu'il y avait même un impact à 50 mètres sur les coccinelles. Donc là, à 5 mètres, plus on avait de plantes en fleurs entomophiles, plus on avait de parasitisme de pucerons et plus on avait de cirphes. En larves, hein, c'est pas des adultes. Plus on avait de cirphes. Donc ça, c'est à 5 mètres. Et on trouvait aussi une corrélation à 50 mètres, sachant que les coccinelles sont capables de plus de mouvements que les cirphes et les parasitoïdes dans une parcelle. Donc les coccinelles, pour répondre à la question tout à l'heure, les coccinelles, elles sont capables d'aller jusqu'à 150 mètres, voire 180 mètres dans une parcelle. Les cirphes, à peu près 50 mètres. Et les parasitoïdes, ça a été montré au maximum 25-30 mètres. La corrélation avec la coccinelle, elle est étonnante, puisqu'elle n'est pas liée directement aux plantes à fleurs, finalement. Bah si, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que les coccinelles mangeaient aussi du nectar. Ok. Donc pendant ma thèse, en fait, on a suivi justement la nourriture des coccinelles et on s'est rendu compte que quand il n'y a pas justement de proie alternative ou de choses comme ça, et ben elles se nourrissent de nectar. Okay. Donc ce qui avait été en fait montré une seule fois dans les recherches, j'avais regardé genre 20 ans avant, quelqu'un avait fait une recherche là-dessus, mais moi ça me paraissait aussi étonnant et en fait je me suis rendu compte, je les ai vus manger sur la veste par exemple, la photo c'est moi qui l'ai fait là où tu as la veste et la coccinelle qui mange du nectar extrafloral et ça moi je m'y attendais pas du tout. Pour le colza, on a beaucoup plus de corrélations. Pour le colza, j'ai mis au fur et à mesure, on voit qu'il y a plus de corrélation déjà à 5 mètres qu'à 50 mètres. Donc dans toutes les études que j'ai faites, vous verrez, il y a toujours plus de corrélation au niveau proche de la bordure que éloigné de la bordure, ce qui semble logique. On a une influence négative de la diversité végétale. Donc ça, c'est très bizarre, mais on a une influence assez négative. Donc tout ce qui est négatif, c'est en rouge. Donc plus on a de diversité végétale, moins on a de parasitisme de larves de méligètes. On a aussi plus de pucerons à 50 mètres et aussi moins de parasitisme de larves de méligètes. Donc on verra pourquoi tout à l'heure. On a une influence par contre positive. Plus on a de brassicacées sauvages dans la bordure, moins on va avoir de charançon de la tige, plus on va avoir de parasitisme à 5 mètres. Donc ça c'est très intéressant de voir qu'il faut aussi peut-être avoir la même famille botanique dans nos bordures. Et pour finir, on a un peu une influence positive prédominante des couverts entomophiles en fleurs, mais on a quand même un impact négatif sur les méligètes. Donc on retrouve exactement le même impact que pour le blé, hein. On a aussi plus de coccinelles à 50 mètres quand on a plus de couverts entomophiles en fleurs dans la bordure. Donc là c'était pour remontrer ça. La deuxième étape, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était mettre tout dans le même modèle. Donc on a à la fois des pratiques agricoles, intensité d'utilisation, on a à la fois du paysage et pour finir de la bordure. Donc je vais passer là-dessus vite pour vous dire que quand on met tout dans un même modèle, c'est un modèle assez compliqué où il y a 19 variables, il n'y en a que certaines qui vont ressortir. Et donc, on a trouvé, donc ce qui nous intéresse nous, c'est le potentiel de régulation, hein, c'est le plus important pour nous, et on a trouvé que la qualité de la bordure, on verra ce que c'est tout à l'heure, a un impact positif sur les pucerons. Plus on a de diversité en gros dans la bordure, plus on va avoir de pucerons dans la parcelle. Par contre, moins on va avoir de pucerons dans la parcelle. C'est par contre pas le cas pour l'intensité d'utilisation de la parcelle. Donc on verra aussi ce que c'est tout à l'heure. Et cette intensité, par contre, va avoir un rôle positif sur la régulation. Donc qu'est-ce qu'on met derrière qualité de la bordure? Dans la qualité de la bordure, j'avais plusieurs variables. Donc la diversité, qui n'a aucun impact sur la pression des pucerons. Tout ce qui est en gris, ça veut dire que ça n'a pas d'impact.
On avait le pourcentage de brassicacées. Bah pareil, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas ça le plus important dans la bordure. Ça n'a pas d'impact. Par contre, ce qui est important, c'est le couvert des espèces entomophiles et c'est aussi la quantité de nectar. Donc pour ça, j'ai pris toutes les plantes, toutes les espèces que j'ai trouvées et j'ai calculé leur quantité de nectar le jour des relevés. Et en fait, c'est un travail qui est super dur à faire parce qu'il n'y a qu'une personne qui a travaillé dessus, qui a regardé toute la quantité de nectar produit par toutes les plantes. Donc c'est un travail qui a été fait sur 25 ans, donc en Angleterre. Et moi, j'ai repris ce travail-là et j'ai regardé et j'ai mis. Et je me suis rendu compte que ça avait un impact négatif aussi sur la pression de pucerons. Donc les plantes entomophiles et la quantité de nectar sont très importantes pour diminuer les populations de pucerons. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, que ça avait un impact. Pour l'intensité d'utilisation des terres moindres, c'est là que le bio va rentrer en jeu. Donc là-dedans, il y a le labour qui n'a aucun impact sur la régulation. Et on a la quantité de parcelles en AB, donc c'est les surfaces. On a aussi ceux qui utilisent le moins d'insecticides et ceux qui utilisent aussi le moins d'insecticides de printemps. Et donc ça, plus on est en agriculture biologique, moins on utilise d'insecticides en gros, plus on va avoir de pucerons malheureusement dans la parcelle, ce qui est logique. Mais par contre, on va avoir un potentiel de régulation plus important. On aura plus de parasitisme de pucerons. Donc il va falloir trouver un équilibre là-dessus en gros. Utiliser moins d'insecticides, mais le problème c'est qu'on va avoir plus de population, même si on a beaucoup plus de régulation. Ce qui est important, c'est peut-être pas de maintenir des pucerons dans la parcelle, mais par contre maintenir des pucerons à l'extérieur des parcelles. Donc juste pour revoir ce qu'on a trouvé, c'est que la diversité végétale avait un impact plutôt négatif sur la régulation biologique. Par contre, les couverts en plantes entomophiles ont un impact positif et les brassicacées de bordure aussi ont un impact positif sur le contrôle biologique. Au niveau multi-échelle, on a vu que c'est surtout les facteurs locaux qui sont importants. En fait, ça a enlevé tous les facteurs du paysage. Ça veut dire que les pratiques agricoles et les bordures sont beaucoup plus importantes au début pour travailler sur la régulation biologique. Et ensuite, on va travailler à une échelle plus large le paysage. Mais il faut déjà travailler autour de la parcelle et sur la parcelle. On a vu que pour les bordures, plus on avait de ressources florales, plus on avait d'ennemis naturels et aussi moins on avait de pucerons. Et puis, on a vu aussi que plus on était en agriculture biologique ou moins on utilisait d'insecticides. Donc ça, c'est valable pour les conventionnels. Hein. Les conventionnels qui utilisent moins de pesticides avaient plus d'ennemis naturels, plus de régulation et plus d'abondance d'insectes en général. Pour la deuxième étude, donc là, on va parler du bleuet et de savoir si les parasitoïdes sont capables d'aller dans la parcelle. Parce que c'est important. Ils viennent se nourrir en bordure, mais est-ce qu'ils sont capables après de mouvoir dans le champ? Donc en général, on a un parasitoïde qui arrive. Il a une bordure pour se nourrir. Le parasitoïde, par exemple, sur le colza, il se nourrit très mal. Pour lui, ce n'est pas du tout une source de nourriture, alors que c'est une source de nourriture pour beaucoup de pollinisateurs. Le parasitoïde, il est presque incapable de se nourrir dans le colza. Donc il va avoir besoin d'une bordure pour se nourrir. Par contre, pour la reproduction, il est obligé d'aller dans le champ. Il est obligé de trouver son hôte, qui est une méligette ou un puceron, qui sont en plus grande quantité dans les champs. Pour lui, ces mouvements-là, ces allers-retours, c'est très coûteux en temps et en énergie. Donc il est obligé de bien réfléchir à... Enfin, je pense pas qu'il réfléchit comme ça. C'est instinctif. Voilà, c'est plutôt instinctif. Est-ce que je vais me nourrir? Est-ce que je vais me reproduire? Bref. Et c'est très risqué, parce que lui aussi, il y a de la prédation. Donc lui aussi, hein, il se fait manger par les oiseaux. Lui aussi, il se fait manger par des carabes, par exemple. Donc c'est très risqué de faire des allers-retours. Donc on veut savoir déjà s'il est capable de faire des allers-retours, s'il est capable de se nourrir ici, de revenir dans le colza ou de revenir ensuite dans la bordure, et à quelle distance. Donc à quelle distance il est capable de se déplacer. Et pour ça, on a vu des études qui existent depuis 10 ans. Donc ça a été repris sur plein d'études. Et donc on regarde jusqu'à où peut aller un parasitoïde.
Donc si on veut être bien, hein, 20 mètres, 25 mètres, mais il y en a très peu, quoi. Donc en gros, les parasitoïdes, ils sont capables d'aller dans les 15 premiers mètres. Donc ils vont se nourrir en bordure, et ensuite ils sont capables de se déplacer dans les 15 premiers mètres dans un champ. Donc c'est très peu, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, les coccinelles sont capables de plus de déplacements et les cirques aussi. Donc pour ça, j'ai élaboré une méthode de marquage. Donc j'ai marqué des bleuets au carbone 13. Pour ensuite voir si... non, au 13, justement pour le reconnaître. C'est juste avant le 14. C'est ça. En gros, après on regarde justement le carbone 14 et le carbone 13. Et s'il a plus de carbone 13, c'est qu'il a été marqué en gros. Donc j'ai marqué des plantes au carbone 13 et ensuite je les ai installées dans le champ. Ces plantes-là, donc plein de bleuets que j'ai installés en bordure de parcelle et ensuite on allait récupérer des parasitoïdes. Donc vous imaginez les parasitoïdes, c'est presque invisible, hein. On a essayé d'en récupérer à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres et 20 mètres dans un champ de colza. Donc ça s'appelle une perfusion cotton wick. Donc là, en gros, on met un petit coton qui est imbibé au carbone 13. On perfore le bleuet et petit à petit, ça va se diffuser dans la sève et donc ça va monter jusqu'au nectar. Et donc ça, on a montré que si on marque des plantes, elles sont toutes marquées. Donc déjà, c'est bien. On arrive à, juste avec la perfusion, à marquer toutes les plantes qu'on veut. Par contre, si on met des parasitoïdes à manger sur les plantes, le nectar extrafloral, ben on voit que seulement 66% des parasitoïdes étaient marqués. Mais c'est déjà pas mal. On s'est dit, on va quand même se mettre à l'échelle du paysage et mettre nos dispositifs. Donc là, c'est les distances. C'est tous les parasitoïdes qu'on a retrouvés. Et là, c'est le seuil à laquelle on décide que le parasitoïde est marqué. Et donc ça veut dire que sur tous nos relevés, on n'a trouvé qu'un seul parasitoïde marqué dans le champ à 15 mètres. Donc ça veut dire que les parasitoïdes sont quand même capables, même si c'était très décevant, mais ils sont capables de se nourrir en bordure et d'aller dans le champ à 15 mètres. Donc la méthode de marquage, elle marche, on est content, mais par contre dans le champ, c'est vraiment plus compliqué. C'est une méthode qui est à étudier, mais on a pu montrer au moins que le parasitoïde qui mange en bordure va ensuite dans le champ jusqu'à 15 mètres. Mais par contre, on n'a pas pu montrer quelle distance. En fait, on voulait montrer, par exemple, qu'à 5 mètres, on en avait plus, et puis que ça diminuait, en fait, comme ça. On voulait refaire la même courbe un peu. Mais comme on n'en a trouvé qu'un, c'est pas possible. Donc, comme ça, en grande culture, c'est compliqué de faire des études comme ça. Donc, il aurait fallu peut-être mettre plus d'individus. Enfin, on ne sait pas trop comment faire. Donc pour finir, on va parler de la flore des bords de champs en général. Et là, c'est une étude que j'ai faite sur 8 champs de colza et l'année d'après de blé, où j'ai implanté des bandes fleuries. Donc les WS, c'est les bandes fleuries, végétation spontanée et bande enherbée. Donc bande enherbée, on a pris quelque chose de simple. Vous verrez, et toutes les études en général, ils mettent pas de végétation spontanée, ils sont plutôt sur du sol nu ou des choses comme ça. Donc nous on a voulu, comme nos recherches elles étaient bien au niveau de la végétation spontanée, on a voulu mettre ça, et nos relevés on les a fait à 5 mètres et à 30 mètres. Donc pour la bande fleurie, donc j'ai travaillé avec Grignon, Antoine Gardarin qui fait des bandes fleuries. Donc par contre c'est des bandes fleuries très complexes, hein. C'est des bandes fleuries de 32 espèces, 14 familles botaniques. Donc, ils sont très coûteuses pour l'agriculteur. On a pris des plantes qui sont indigènes, donc produites en général en France. Il fallait des plantes entomophiles, certaines, avec la production de nectar, parce qu'on a vu que c'était quand même intéressant. Des plantes assez compétitives qui partent vite. Il fallait à la fois des plantes annuelles et des plantes pérennes. Et sur l'ensemble de la bande fleurie, il fallait qu'il y ait une période de floraison longue. Donc, ce n'est pas des espèces avec des périodes de floraison longues. C'est qu'il fallait que certaines démarrent vite et puis que la bande fleurie soit en fleurs tout le long.
Ensuite, au niveau de la bande enherbée, donc c'est une bande commerciale hein, où il y a de raigra fétuque, en gros. C'est la plus utilisée. À l'époque, c'est la plus utilisée en bordure de cours d'eau. Donc c'est pour ça qu'on l'a utilisée nous, pour éviter la dérive des pesticides et des fertilisants aux bordures de cours d'eau. Et c'est des habitats qui sont très importants pour les carabes, par exemple, les bandes enherbées. Et pour finir, la bande non semée. Donc on a en gros l'agriculteur, enfin les différents agriculteurs ont labouré la bande en gros et on a laissé la végétation revenir. Labour des chômages et on a laissé la végétation spontanée revenir. Donc même exactement les mêmes relevés sauf qu'on est à 5 mètres et à 30 mètres cette fois. J'ai fait un deuxième relevé qui me semblait important la deuxième année. Pour les insectes, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était regarder l'abondance des insectes dans la bande fleurie et de noter les espèces végétales sur lesquelles ils étaient. Donc en gros, cette fois, en plus de d'habitude, j'ai pas juste regardé les insectes qu'il y avait sur les bandes fleuries, bandes enherbées, j'ai aussi noté sur quelle espèce végétale ils étaient pour pouvoir dire aux agriculteurs, bah voilà, ces espèces végétales-là sont intéressantes à mettre en place dans vos exploitations. Donc, en ce qui concerne les espèces végétales, que ce soit dans le colza ou le blé, ici on a la bande fleurie, je vous rappelle, bande spontanée et bande enherbée, et on voit que, bien sûr, on a plus d'espèces dans la bande fleurie, et on a aussi plus de couverts en plantes entomophiles. Bon, c'est le but du bande fleurie, donc jusqu'ici tout va bien. Pour les insectes cette fois, donc là je suis dans le colza, et on est sur les pucerons. On a vu que là on est dans la bande, là on est à 5 mètres, et là on est à 30 mètres. Donc on voit qu'on a plus de pucerons au niveau des bandes fleuries. Donc dans la bande fleurie, on a plus de pucerons. Et ce n'est pas des pucerons de la culture, c'est tous les pucerons confondus. Donc on a plus de pucerons au niveau de la bande fleurie. On a aussi plus de prédation par les carabes au niveau de la bande fleurie et à 5 mètres. Donc pour regarder la prédation par les carabes, j'avais fait des petites cartes. C'est des petites cartes où on colle des pucerons vivants. On les met dans la bande fleurie ou à 5 mètres et à 50 mètres. Et en fait, les carabes viennent les manger. Et ensuite, on compte le nombre de disparus, quoi. Et là, on voit la prédation. Et donc, c'est un peu triste, mais... Parce qu'en plus, ils sont collés, les pucerons, ils peuvent pas bouger. Hein. Ils peuvent pas s'enfuir. Oui, parce qu'en fait, on a fait des films, justement, pour... on a fait des films dans les parcelles pour voir si c'était bien des carabes qui venaient manger. Et c'est des carabes... Bah, c'est possible, mais vu qu'on les a mis en position assez basse, normalement, les oiseaux, pour moi, mais pareil, hein, je ne m'y connais pas assez, viennent plutôt par-dessus. Et là, on les a mis en position assez basse pour justement que les carabes puissent monter et les manger. Vous avez pris une position basse? Dans le colza, on était sous les inflorescences. Donc, on était à chaque fois, je les ai mis, je crois, à l'époque, 40 cm du sol. Sachant que dans le Maine-et-Loire, les colzas, ils sont plus hauts qu'à d'autres endroits. Parce que par exemple, dans l'Eure, là, mes colzas, ils sont comme ça. Et dans le Maine-et-Loire, moi, je passais de... Donc en gros, on voit qu'on a plus de prédation de pucerons dans la bande fleurie et à 5 mètres de la bande fleurie. Par contre, à 50 mètres, il n'y a pas de différence. Pour les ennemis naturels, donc on est sur l'abondance des cirfes et l'abondance des carabes, parce que j'avais mis des pièges barbeurs aussi. Et on voit pareil, on avait beaucoup plus d'ennemis naturels dans les bandes fleuries et à 5 mètres des bandes fleuries, et même pour les cirfes à 30 mètres dans la parcelle dans le colza. Là, on passe sur le blé, même type de graphique. Donc, on n'a pas spécialement vu de choses, de variables significatives sur les autres choses, mais par contre, sur les ennemis naturels, on avait aussi exactement pour les cirfes et pour les coccinelles, plus d'ennemis naturels dans la bande fleurie et à 5 mètres de la bande fleurie. Donc c'est des résultats assez intéressants au niveau ennemis naturels.
là, j'ai regardé la relation entre les individus que je trouvais dans la bande fleurie. Donc je regardais tous les parasitoïdes que je trouvais dans la bande fleurie, dans les pucerons, les cirphes et les coccinelles, et je regardais si je trouvais pareil à 5 mètres et à 50 mètres. Et donc, à 30 mètres, pardon. À 30 mètres, je ne vois pas du tout de mouvement d'insectes. Donc les insectes qui sont dans la bande fleurie, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation, donc ils ne vont pas à 30 mètres, bizarrement. On a mis à 30 mètres justement pour se dire, il y a quand même un impact à 30 mètres, parce qu'on était à 50 mètres avant, on a réduit, on s'est mis à 30 mètres, et en fait, il n'y a pas vraiment de mouvement entre bande fleurie et 30 mètres. Par contre, on en a entre 0 et 5 mètres. Donc on a plus, si on a plus de parasitoïdes dans la bande fleurie, on aura moins de pucerons dans le blé. Si on a plus de coccinelles dans la bande fleurie, on aura moins de pucerons dans le blé. Si on a plus de coccinelles dans la bande fleurie, on aura aussi plus de coccinelles à 5 mètres. Donc pas de corrélation entre 5 mètres et 30 mètres plutôt. Dans les blés, vous avez pu prendre des variétés. Alors, justement, j'ai regardé et en fait, j'ai pas trouvé significativement de différence entre ceux qui étaient censés être, on va dire, plus embêtants pour les pucerons que les autres. Parce que j'ai eu pas mal d'agriculteurs qui m'ont dit ça. Et donc, justement, j'ai regardé, est-ce qu'on avait moins de... Et malheureusement, on n'a pas moins de pucerons, même si... Enfin, à l'époque... Oui, en fait, le blé, il en souffre moins. Par contre, l'abondance des pucerons est là. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette abondance. C'était pas la qualité. Donc, pour la bande fleurie, on a à la fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, 32 espèces semées, mais on a aussi de la végétation spontanée. On n'a pas que de la bande fleurie qui a poussé, hein. C'est pas un miracle. On ne sème pas des espèces et qu'il n'y en a que 32 qui poussent. Non, il n'y en a même pas 32 qui ont poussé. Et par contre, on a eu d'autres espèces de végétation spontanée qui étaient ici. En faisant mes relevés dans la végétation, dans la bande fleurie, j'ai vu que les espèces semées avaient plus d'attractivité pour les ennemis naturels. Et par contre, les espèces spontanées avaient plus d'attractivité pour les pucerons. Donc là, c'est les pucerons, toutes espèces confondues. Donc ça va être des pucerons ravageurs de la culture, mais ça va être aussi d'autres pucerons qui ne sont pas du tout ravageurs des cultures. Et donc, c'est très important d'avoir à la fois des ennemis naturels. Donc j'ai retrouvé souvent la coccinelle sur le dactyle et sur le bleuet. Très souvent, le cirphe à la fois sur l'achillée millefeuille et sur la mauve. Donc la mauve, c'est un élément qui est très très important dans les bandes fleuries. Et des parasitoïdes, je me suis rendu compte que la marguerite était très accessible pour les parasitoïdes. Et Thanacétum, je ne sais plus non plus. Tanésie, non ? Tanésie, ouais, merci. C'est ça la Tanésie. En fait, pendant toute ma thèse, j'ai travaillé avec un Allemand. Et c'est pour ça que je connais que... J'ai du mal avec les noms en français, en fait. Donc, désolée, je pensais que ça serait plus simple, mais... Au niveau du puceron, on voit que les espèces spontanées vont être très importantes pour avoir des proies alternatives. En bordure, en fait, c'est très important d'avoir pas que des fleurs, mais aussi d'autres espèces, comme la vesse, le rumex, qui est embêtant, hein. Le rumex obtus, il est très très embêtant dans les cultures, mais en bordure, il est très intéressant parce qu'il y a des grandes populations de pucerons dessus. Le gaillet, c'est pareil, une adventice embêtante et le chardon, mais par contre, en bordure, ils sont très importants pour attirer les pucerons. Donc souvent, ils vont attirer des pucerons qui sont dans la parcelle à l'extérieur. L'inverse peut être vrai aussi, malheureusement. Mais ils vont attirer des populations. Par exemple, ça, c'est des pucerons qui ne sont pas du tout problématiques ni pour le colza et le blé. Et donc, qui vont venir sur la vesse et qui vont être des proies alternatives pour les ennemis naturels. Donc, pour revenir à ce que j'ai trouvé,
plus on a de diversité végétale et de ressources florales, plus on va avoir d'ennemis naturels dans la bande, mais aussi à 5 mètres. Et donc on aura aussi une plus grande régulation des pucerons. Donc c'est très important pour les pucerons en général. Les espèces semées ont un impact sur les ennemis naturels dans la bande fleurie. Et par contre, les espèces spontanées, il y aura plus de pucerons dans cette bande fleurie. Et donc ça va permettre d'amener plus d'ennemis naturels. Donc c'est un peu un cercle vertueux. On aura plus de proies alternatives, donc plus d'ennemis naturels. Au niveau des conclusions et des perspectives. Donc on a vu que la végétation spontanée était très intéressante, surtout au niveau des recouvrements en plantes entomophiles et pour les recouvrements de la même espèce, donc surtout les brassicacées. Par contre, le nombre d'espèces par rapport à des études n'a pas du tout d'impact ici sur le contrôle biologique. Ce qui est important, c'est surtout les ennemis naturels. Donc on a trouvé beaucoup de résultats sur les ennemis naturels. Et sur les ravageurs, on a trouvé quelques résultats sur les altises, quelques résultats sur les pucerons, mais par exemple, et sur les méligettes, mais rien du tout sur le léma. Par exemple, on ne sait pas du tout si ça va vraiment avoir un impact sur le léma ou sur le charançon. Donc, pour finir sur les bordures de végétation spontanée, elles sont cruciales pour la régulation biologique. Et c'est ce qu'il y a de plus simple au niveau de la gestion par l'agriculteur, par rapport à une échelle grande du paysage. Donc comment on peut la gérer? Déjà, il faut augmenter les largeurs de bordure. Bon, ça dépend des endroits, hein. Il y a des endroits qui ont des fossés, mais le plus intéressant, c'est des largeurs de 3 mètres. Ce qui est important aussi, c'est de broyer, mais après floraison. Donc il faut laisser du temps, il faut laisser monter en fruits. Après grenaison? Oui, après grenaison. Ah. J'ai mis floraison, mais grenaison. Et ça permet aussi, il faut aussi limiter soi-même, quand on est agriculteur, la dérive des pesticides et des fertilisants dans les bordures. Parce que j'ai eu des agriculteurs, nous par exemple, on a mis une bande fleurie dans le lycée où je travaille aujourd'hui. Et on a mis des herbicides dedans, donc c'est pas très intelligent. Au niveau des bandes fleuries. Alors, au niveau des relevés, on a trouvé que les bandes fleuries avaient un effet plus important sur le contrôle biologique que la végétation spontanée et des bandes enherbées. On a quand même trouvé quelques, même si je ne vous ai pas exposé, on a quand même trouvé certains effets positifs de la végétation spontanée par rapport à ce qui est bande témoin généralement utilisée. En général, en bande témoin, on utilise soit la même culture, soit du sol nu. Donc pour les études, en tout cas, ça va être intéressant de mettre de la végétation spontanée parce que ce n'est pas souvent utilisé. Et par contre, les effets de la bande enherbée, on pensait en voir quand même sur les carabes et on n'en a pas trouvé spécialement. Donc par rapport à ça, je pensais que les bandes enherbées seraient vraiment des abris pour les carabes, ce qui est le cas en général dans la littérature, mais là, on n'a pas spécialement trouvé ça au niveau de cette étude. Pareil pour les stratégies de gestion des bordures. Donc, je vous ai dit qu'il fallait optimiser les bordures au niveau quantité et qualité et amener différentes ressources. Donc, il ne faut pas amener que certaines espèces de bandes fleuries. Il faut aussi travailler avec des haies, il faut aussi travailler avec des prairies, il faut travailler avec des choses vraiment diversifiées au niveau quantité et qualité. Ce qui est le plus simple, c'est quand même amener des bandes fleuries aujourd'hui. Mais il va falloir diminuer un peu les espèces. Et mixer à la fois des annuels, des pérennes, avoir des espèces entomophiles, et pareil, là je me suis trompée, broyer après grenaison. Donc il faut vraiment avoir un étalement de la floraison qui soit étalée dans le temps. Donc il faut faire attention, pas avoir des espèces trop précoces ou trop tardives. Donc c'est le problème du colza. Le colza, c'est une des premières plantes qui fleurit. Par rapport aux méligettes, c'est un peu embêtant pour amener des auxiliaires des cultures. Donc, j'ai pas trouvé spécialement, malheureusement, d'effet des bandes fleuries sur les ravageurs très significatifs, à part le puceron, je vous ai dit, méligette, le taux de parasitisme. Par contre, c'est le cas dans plein d'autres études. Là, j'en ai lu encore dernièrement. Sur les altises, par exemple, il y a d'autres études qui sont sorties sur le colza et qui montrent vraiment que les bandes fleuries semblent avoir un gros effet.
mais en mettant du nectar extrafloral, ce que moi j'avais pas spécialement fait dans ma bande fleurie. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent expliquer. Faut faire très attention au niveau des habitats semi-naturels, parce que s'ils sont pas assez suffisants, même si on met en place des bandes fleuries, en gros, si à l'échelle de notre exploitation, on met en place des choses, s'il n'y a pas assez quand même d'habitats semi-naturels, il peut avoir moins de régulation biologique. Donc ça veut dire que là, les dernières, ce qui est montré, hein, c'est ce qui a été demandé aux agriculteurs dans les années qui viennent, c'est d'augmenter un peu ces surfaces-là. Et selon les études, il faudrait avoir à peu près 8% de son exploitation qui est des habitats semi-naturels pour pouvoir améliorer, enfin 8% du paysage, pardon, c'est pas que l'exploitation. Haies, bois, ouais, bah non, ça peut être bande fleurie, végétation spontanée, jachère, même association de culture. Et il y a autre chose qui peut rentrer en compte, c'est le pourcentage de surface. Donc on est à peu près à 8% sur le paysage. Donc ça veut dire qu'il faut travailler aussi avec ses voisins. Un peu plus compliqué des fois, facilitant pour certains, plus compliqué pour d'autres. Et il faut faire attention à ses pratiques agricoles. Parce que si on met en place des bandes fleuries et qu'on continue des pratiques agricoles trop importantes, il faut raisonner aussi nos pratiques agricoles pour ne pas aller à l'encontre des auxiliaires des cultures. Il aurait fallu continuer, c'est le problème aussi, on verra tout à l'heure, hein, mais les bandes fleuries, on les installe et le but c'est que ça se pérennise et aujourd'hui on est incapable de savoir si une bande fleurie va pouvoir rester 5-6 ans, quoi. Donc sans être ressemée, sans... Juste peut-être un témoignage par rapport à ça. On a été les trois en semai il y a 2017-2018. Alors c'était sur des bordures d'herbes le long des parcelles qui appartiennent à l'association foncière. Donc on avait fait un travail mécanique pour nettoyer la bordure assez longtemps avant. Et on a implanté différemment. Je vois Michel, lui, il avait quand même du chien-dent, il a ramassé, brûlé le chien-dent. Ouais. Il y en a d'autres où on a fait que du travail mécanique, on a ensemencé dedans. Et puis il y a certaines bordures qu'on a ensemencées aussi en plein champ, comme chez Thomas. Au jour d'aujourd'hui, on voit que le long des chemins, il y a beaucoup de plantes qu'on a semées qu'on ne retrouve plus. Déjà, il y a des plantes qu'on avait peut-être aussi qui ne se sont pas installées parce que le sol n'était pas ne favorisait pas leur implantation. Il y a des espèces aussi qui ont pris le dessus par rapport à d'autres. Et il n'y a rien à faire. On va dire l'adventice, la mauvaise herbe qui était présente avant le semis, revient, qu'on avait détruit, qu'on pensait avoir détruit, revient. Et aujourd'hui, je pense qu'après 5-6 ans, il ne reste plus grand chose que ça. Et on a tous laissé les plantes à grenaison, on a essayé de favoriser ce maintien. On se trompe un peu, je pense que le broyage, parce qu'en fait on a parlé des tableaux avec différentes espèces, des ombellifères, on a quand même un panel d'espèces que je pense que le broyage, il faudrait carrément oublier. Parce que moi je vois au bout des parcelles de cassis, le broyage je ne le broie plus. Parce qu'en fait, si on broie, on a soit d'autres espèces qui viennent prendre le dessus, des espèces du mois d'août avec des kénopodes, des enfants, et pas de petits que je ne broie plus. J'ai plus ça. J'ai une prédominante graminée, puis j'ai tout le reste. Et il y a une fauche tardive? Non, je ne fauche plus. Enfin, il faudrait presque oublier le broyage, parce que la grenaison, elle va se faire, de toute façon. Ça tombe au sol à un moment donné, quand il faut, justement, parce que la nature elle est quand même bien faite. Et ça se fait naturellement, je veux dire. Michel, toi, tu n'es pas pour broyer les non. Non, parce que quand on regarde les tableaux, donc, je ne sais plus votre prénom. Anna. Anna, on a des ombellifères, on a des tas d'espèces. Si on va avoir des espèces qui soient suffisamment sur toute l'année, il ne faut pas les broyer, parce qu'en fait, on va détruire certaines, et puis on ne va pas broyer. Un broyage à l'automne. Non, parce que la grenaison, elle va se faire. Et puis le tassement de la végétation, il se fait. C'est juste un jour pour les ligneux, quoi. Oui. Parce que si tu... la ronce, c'est des choses comme ça, après, oui. Tu vas finir par avoir des ligneux, quand même. Les ronces, il faut à ce moment-là, il faut y aller à la pioche. De toute façon, moi, dans les cassis, si je veux plus avoir de ronces, ou dans les bordures, je vais à la pioche. Mais justement, l'INRA de Grignon ont laissé des bandes plusieurs années et eux, ils avaient plutôt montré que un broyage tardif
ça favorisait les espèces de la bande fleurie. Il faut trouver les bonnes interventions qui permettent de maintenir la diversité. Et donc c'est vrai que l'idée de fauche et exportation, ça permet parfois d'appauvrir un peu les sols, enfin d'éviter l'apport de matière organique et puis l'effet de matelas qu'il peut y avoir avec les effets de broyage. Mais c'est pas évident parce que c'est des petites bandes et c'est un travail supplémentaire. Enfin voilà, il faut trouver le bon truc pour garder la diversité floristique. De toute façon, à partir du moment où on intervient, quoi qu'on fasse, on va de toute façon amener un biais et emmener et modifier le milieu. De toute façon. Moi j'appelle ça c'est une culture. Hein. Votre bande fleurie, c'est une culture. Et c'est pour ça que le travail, même on verra ça après par rapport à ce qu'on a fait avec Emmanuel, mais même le travail de la bande fleurie, c'est vraiment du gros travail de préparation, comme si on faisait une culture après. Hein. C'est plutôt préconisé du broyage. En fait, le problème, c'est si on fauche, il faut plutôt exporter. On préconise plutôt des broyages hauts pour avoir qu'un broyage à faire, quoi. Mais je pense qu'il faut alterner, en fait. Je pense que de temps en temps, il va falloir faire peut-être 2 ans broyage, 1 an fauche. Il va falloir qu'on regarde ça. Oui, mais ça dépend de la quantité, de la hauteur. Donc ici, on est sur une ferme, je vais en parler juste après, justement, de pourquoi on a fait ça. Donc on est sur une ferme en agriculture biologique qui fait de l'huile. Donc on est sur une grande plaine quand même agricole pour le Jura, avec des parcelles assez importantes, peu de bordures et on a quelques haies mais très peu de haies. On a quand même des précipitations qui sont intéressantes et on a plutôt un terrain argileux, donc qui retient assez bien l'eau. Donc les précipitations annuelles sont plus importantes que la moyenne nationale. Même l'année dernière, j'ai regardé, vous étiez à 850 ici, alors qu'en moyenne nationale, on était à 700 mm à peu près. Donc il y a eu des problématiques, donc la problématique altise qui est assez importante ici. En général, dans toutes les plaines agricoles, hein, tout ce qui est milieu ouvert, on a vraiment de plus en plus de problèmes à gérer la grosse altise. Et je disais, sur toutes les cultures, on a de l'altise. Hein. Chez nous, dans l'Eure, par exemple, sur le lin, cette année, c'est vraiment une catastrophe à gérer. Et on trouve, que ce soit en bio ou en conventionnel, on a de plus en plus de résistance, donc de moins en moins de produits qui marchent sur les altises. Donc au niveau de l'exploitation, on a une rotation luzerne sur 2 ans, colza, blé, soja, triticale, pois, tournesol, avec des couverts de graminées, fabacées et brassicacées. Donc une rotation assez diversifiée avec beaucoup de familles botaniques différentes. On a même une association de culture qui est très intéressante. Donc normalement, une rotation comme ça gère un peu par elle-même ces problématiques, que ça soit adventices ou fongicides, mais avec plus de mal les ravageurs. Après, de plus en plus sur le colza, il y a du trèfle. En fait, on sème en semi-direct le colza avec du trèfle. Non, en semi, le colza avec du trèfle, et ensuite on sème son blé dans le trèfle. Et c'est très intéressant, donc ça se fait beaucoup dans le nord de la France surtout. Trèfle nain blanc. Ouais. En bio? Non, conventionnel. Ah bon. Si. C'est pour ça que je me suis trompée. J'ai dit après le blé dans le... Ça marche, c'est mieux. Non, c'est le blé en direct dans le trèfle. Okay. Au niveau de la création de la bande fleurie, donc Emmanuel est venu vers moi pour trouver des espèces qui sont intéressantes pour les insectes auxiliaires qui luttent contre l'altise. Donc on a vu qu'il y avait les parasitoïdes, mais on a aussi les carabes qui sont capables de manger les altises. Je parle vraiment au niveau insectes là. Il fallait une floraison qui soit assez précoce, parce que dans le colza, hein, l'altise est difficile à gérer, et étalée dans le temps pour qu'il y ait plus d'auxiliaires possibles. Donc je me suis dit, pour simplifier, on ne va pas mettre de graminées, parce que comme on a vu, hein, de toute façon, les graminées, elles reviennent. Donc on ne va pas mettre de graminées, parce qu'elles viendront naturellement. Et ce qui est préconisé dans les bandes fleuries, c'est à peu près 3000 graines par mètre carré. On peut descendre jusqu'à 1500 graines par mètre carré, hein, ça dépend à quel moment ça va être implanté.
Et donc je suis partie surtout sur différentes espèces. Donc celle qui m'intéresse le plus, le bleuet, l'apiacée, on a vu, hein, la carotte sauvage, la marguerite, la mauve, le trèfle, l'aquilée, pâquerette. Donc la pâquerette parce qu'elle a une grande période de floraison, elle est très intéressante pour d'autres auxiliaires, hein, pas spécialement pour les micro-guêpes, mais par exemple pour les cirques, elle est très intéressante. Et le lotier, qui est une fabacée aussi très intéressante pour les micro-guêpes qui sont capables de rentrer à l'intérieur pour manger du nectar. Et donc ici, donc Emmanuel a fait le choix de la semer 2 ans, enfin semer ces bandes fleuries avant que le colza arrive. Donc pour qu'elles soient déjà développées, donc il les a semées quand il implante sa luzerne et il les a surtout semées tous les 50 mètres. Donc ça veut dire que dans sa culture, tous les 50 mètres, il a une bande fleurie dans la luzerne pour l'instant. Et l'année prochaine, en gros, il sèmera le colza. On va commencer cet été. Là. Ouais, oui, je dis toujours l'année prochaine, mais je pense à la campagne prochaine. Donc là, il n'y a que 8 espèces, justement, on a diminué, on n'est pas resté sur 32 espèces. C'est assez cher quand même de l'hectare. Et en plus, il a décidé d'implanter des haies en bordure de ses champs. Donc, et le but, c'est d'équiper toutes ces parcelles en bandes fleuries et en haies pour dans 6 ans, quoi. Enfin, maintenant, 4 ans, non. On n'en est encore pas là, mais les bandes dans la parcelle, vous envisagez de faire une rotation, c'est-à-dire qu'elles vont se déplacer dans le temps? Non, elles restent fixes. Ouais. Les plus belles, c'est celles qui sont en intraparcellaire. Ce que je sais, c'est que j'étais obligé de trouver du colza bio à l'extérieur pour faire tourner mon mulerie, sinon je ne tournais plus, comme j'avais été, mon colza avait tout détruit. Et bizarrement, j'en ai trouvé dans des zones où il y a des blocages. Ouais, tout ce qui est Maine-et-Loire, Pays de la Loire, Altise, c'est pas un problème. Pas du tout. Dès qu'on est dans des milieux ouverts, on a des gros problèmes d'altise. Dès qu'on est sur des milieux... Océanique, non? Non, c'est vraiment dû au paysage là pour le coup. Puis la taille des parcelles peut-être. Ouais. Bah ici on n'a pas des grandes parcelles en fin de compte. Hein. Elles sont pas. Non mais par rapport à en Maine-et-Loire. Non mais enfin après je viens de la Beauce et de l'Eure. La différence elle est énorme sur la taille des parcelles, même si elles sont déjà importantes. Je pense que. Et puis je sais pas si le but aussi c'est d'avoir beaucoup de donc là on va être à 9%, tout à l'heure je vous ai dit que c'était 8%. Peut-être même ce qui par la suite pourrait être très intéressant dont on a parlé hier, c'est qu'une bande ça soit une culture en fin de compte. Ici qu'on ait peut-être une culture de colza à côté ici, à côté d'une autre culture de blé, une culture de luzerne, une culture de soja, avoir quelque chose de vraiment plus diversifié. En fait, tu fais toujours le colza sur luzerne? Je le mets toujours derrière luzerne à cause de la fertile. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu as essayé derrière seigle pois? Triticale pois? Non, j'ai jamais essayé. Alors, je pense que ça vaut mon le coup d'essayer. tournesol derrière triticale pois. Ouais. Et ton sol, tu pourrais le mettre devant le blé, je pense que c'est génial. C'est pour semer sa luzerne. Mais pour semer le colza, essayer derrière triticale pois pour voir si la pression met les jettes et parce qu'il t'ennuie. Est-ce qu'elle est différente ou est-ce qu'il y a une baisse? Parce que la luzerne, l'avantage de fait qu'elle reste 2 ans, alors avantage d'un côté, mais de l'autre côté abrite aussi des prédateurs qui ne sont pas obligatoirement favorables à colza derrière. Je sais. Et pour la haie, pourquoi vous êtes décalé de temps par rapport à la route? Je me suis mis à 4 mètres parce que déjà la législation c'est oblige de mettre. Et puis on a des agriculteurs dans le secteur qui sont des géomètres experts, donc il faut faire très attention. Et donc je préfère être à 4 mètres, non ça c'est la blague. Je préfère être à 4 mètres pour pouvoir l'entretenir chez moi de manière autonome. Et j'ai mis des arbres le long des routes, des chemins. Et par contre lorsque je suis à côté d'un voisin agriculteur, j'ai mis que des arbustes. D'accord. Par souci de compromis avec les voisins. Sinon c'est 8 mètres, c'est qui dépasse 2 mètres? C'est ça? Non, on a le droit de mettre une haie à 2 mètres, que ce soit avec des... Ouais. C'est 50 cm si la haie reste à moins de 2 mètres et 2 mètres de la limite parcellaire si la haie dépasse les 2 mètres de haut. Sur des contours de manœuvre comme ça, est-ce qu'il y a des espèces qui peuvent être intéressantes
en termes de portance pour les engins et qui repousse assez facilement. Le problème, c'est que là, ce qui a été testé, c'est beaucoup des graminées, en fait, mais qui sont pas intéressantes du tout pour les auxiliaires. Donc, je me suis pas du tout intéressée, mais ce que j'ai lu là-dessus, dans l'Eure et Loire, ils travaillent beaucoup sur des graminées pour lutter contre les graminées, en gros, et aussi être portant. Ouais, pour le coup, là, j'ai pas du tout réfléchi à ça. En termes de portance. Là, dans ce cas, on va peut-être avoir un avantage de la mise en place du pâturage. Va certainement apporter de la diversité floristique et peut-être un peu plus de fleurs dans ces bandes en boule à l'étonnière que si c'était simplement broyé ou entretenu par fauche, quoi. Après, moi, la mise en place des bandes tous les 50 mètres, c'était déjà un saut dans l'inconnu et puis une volonté farouche de mener à point ce projet. Après, le jour où tous les champs vont être équipés, parce qu'on va aller au bout, l'histoire de mélanger les bandes de champs, c'est encore un autre saut en avant que je vais devoir faire, si je le fais. Mais c'est un saut possible. Est-ce que tu peux nous toucher un mot de tes perspectives économiques? Parce que tu vas perdre 10% de ta surface et du coup potentiellement tu vas impacter ton chiffre d'affaires. Et en plus là, si tu mélanges tes cultures dans un même champ, ça va être de la main d'œuvre, de la manipulation en plus. Et comment tu te projettes avec tout ça? Bah, je vais te choquer. Je me suis pas projeté du tout. Okay. Non, j'ai pas pris la calculette. En tout cas, merci pour votre attention. Merci.